La pierre philosophale existe-t-elle ou pas? Bonjour, c'est Stéphane l'alchimiste. Pour certains, la pierre philosophale est un mythe. Pour d'autres, c'est un simple symbole de transformation. Les alchimistes opératifs, quant à eux, y voient une réalité concrète. Alors, quelle est donc traditionnellement la part du réel et de l'imaginaire dans cette histoire? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, à la question de la pierre philosophale est-elle un mythe? Je répondrai oui dans une certaine mesure. Ça pourrait peut-être étonner de la part d'un alchimiste, mais c'est pourtant ce que je pense quand notamment je lis certains articles ou livres consacrés au sujet à l'heure actuelle. Une chose est sûre en tout cas, c'est que malgré les nombreuses transmutations réalisées publiquement par les alchimistes à travers l'histoire, on ne peut pas nier que personne n'a pu encore prouver de façon formelle l'existence de la pierre philosophale, selon l'idée bien sûr que l'on s'en fait habituellement. Et donc, il est tout à fait normal que celle-ci fasse l'objet de fantasmes et d'interprétations en tout genre. Par contre, on a oublié de dire une chose importante. En se concentrant uniquement sur le phénomène de la transmutation ou de la panacée universelle, je crois qu'on est passé à côté du principal intérêt que représente la pierre philosophale, et je veux parler ici de l'adjectif philosophal en lui-même. Effectivement, le fait que le mot philosophal soit accolé au mot pierre dans la même expression, ça aurait sans doute dû, à mon sens, interpeller beaucoup plus les chercheurs et les investigateurs de l'alchimie, parce que d'une certaine manière, comme nous allons le voir tout à l'heure, cette combinaison offre en fait une piste de réflexion très intéressante pour comprendre justement ce que les anciens entendaient précisément par cette expression de pierre philosophale. Et effectivement, en y réfléchissant un petit peu, on peut se demander comment une chose aussi tangible qu'une pierre puisse en même temps être aussi abstraite que la philosophie. De la même façon que l'on pourrait s'interroger également au fait de savoir comment une chose aussi abstraite que la philosophie elle-même puisse prendre à l'arrivée, à son tour, la forme d'une pierre. Voilà un paradoxe qui n'a pas souvent été relevé et qui pourtant, comme on va le voir, constitue bien le début d'un jeu de pistes qui conduit à la vérité. Alors, la plupart des gens qui s'intéressent à l'alchimie veulent trouver la pierre philosophale, c'est normal, mais un petit peu comme on essaierait de trouver, je ne sais pas, une pépite d'or, par exemple, dans une rivière, c'est-à-dire, au petit bonheur, la chance. Seulement, dans la réalité d'une démarche alchimique authentique, ça ne marche pas comme ça, vous vous en doutez bien. Pourquoi? Parce que, contrairement à la croyance générale, on l'a vu dans une autre vidéo, l'alchimie est tout sauf une discipline empirique, c'est-à-dire que le hasard, finalement, n'a rien à voir là-dedans. Et c'est pour ça que l'alchimiste n'est pas non plus une sorte de Thomas Edison qui aurait testé à l'aveuglette plus de 1000 fragments, on connaît bien l'histoire, pour créer la première ampoule électrique. Il faut bien comprendre que l'alchimiste ne peut pas, sous cet angle, être considéré comme un inventeur, mais plutôt comme un artiste, ou un ouvrier aussi, au sens ancien du terme. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelait autrefois les alchimistes des enfants de l'art, c'est-à-dire ceux qui pratiquent le grand œuvre. Donc, on peut dire que l'alchimiste véritable est un artiste qui sait ce qu'il fait, comment il doit le faire et pourquoi il doit le faire. Alors vous me direz sûrement, eh bien dans ce cas-là, pourquoi la pierre philosophale n'est-elle pas encore brevetée? Alors la réponse est simple. L'alchimiste, encore une fois, n'est pas un scientifique qui fait des expériences jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherche. Ça, cette vision, elle appartient aux légendes et pas à la réalité. Alors je m'explique. Il y a une différence fondamentale, effectivement, entre un Nicolas Flamel,
le célèbre alchimiste parisien que vous connaissez sûrement, et un Thomas Edison. Cette différence, c'est quoi? Eh bien, dans le contexte de son laboratoire, Thomas Edison aurait très bien pu faire des tests électriques en mangeant un sandwich par exemple, ou bien en écoutant Chéri FM. Ce que je veux dire par là, c'est que peu importe ce que pensait ou faisait Thomas Edison au moment de son expérience, une chose est sûre, c'est que s'il branchait le fil rouge sur le bouton vert, ça marchait. Par contre, pour Nicolas Flamel, eh bien, de telles conditions n'auraient pas fonctionné, tout simplement parce que le protocole hermétique considère que l'alchimiste doit faire partie de l'expérience. L'alchimiste est donc un ingrédient à part entière du processus qui conduit à la pierre. Donc, la pierre philosophale ne peut pas être réalisée sans que le processus de transformation qui la génère touche également l'alchimiste qui opère. Et ça signifie une chose très étrange, qui veut que l'alchimiste et sa pierre philosophale, finalement, ne font qu'un, contrairement aux travaux de Thomas Edison, eh bien, qui auraient très bien pu être réalisés par quelqu'un d'autre, en suivant, on va dire, des procédures similaires. En alchimie, ça ne fonctionne jamais comme ça. Chaque pierre est unique parce que chaque pierre est une œuvre d'art en soi, et non un produit qu'on pourrait manufacturer. Par ailleurs, on sait aussi que la pierre philosophale est devenue, au fil du temps, un symbole de transformation universelle, ce qui n'est pas foncièrement faux, à tel point que les multiples courants de la psychologie moderne, vous le savez sûrement, reprendront cette idée, notamment par le biais des travaux de C.G. Jung, sur lequel je reviendrai dans un autre article, dans une autre vidéo. Et cette dimension, eh bien, elle a ouvert la porte à une exploration, on va dire, légèrement différente de l'alchimie, dans le contexte de ce qu'on appelle les voies internes, ou encore spirituelles, et qui se situent à la frontière du symbolisme et de la physiologie. Alors on en trouve de parfaits exemples, par exemple dans les alchimies orientales, comme le taoïsme ou le soufisme. Et dans ces courants de pensée, on considère donc que c'est le corps humain, et plus particulièrement le cerveau, qui constitue le véritable laboratoire des opérations alchimiques. Alors selon cette vision, en tout cas, la pierre, on le devine bien, la pierre philosophale, donc, perd sensiblement ses caractéristiques tangibles au profit d'un concept plus abstrait. Donc ici, c'est la conscience ou l'âme de l'adepte, considérée comme materia prima, qui devient à l'issue la pierre philosophale. Dans cette alchimie interne, on considère que les ustensiles, les cornus, les distillateurs de laboratoire sont donc de pures allégories qui permettent de définir les étapes du grand œuvre alchimique, et puis aussi, quelque part, de s'en faire une idée précise. Donc, quand vous voyez sur certaines estampes un alchimiste réaliser des calcinations, des cohobations, des triturations, enfin bref, eh bien, tout ça, ça correspond dans l'alchimie interne à ce qui est considéré comme les mouvements et les transformations de la conscience au service du développement spirituel. Donc là, clairement, typiquement, nous sommes dans un processus à la fois concret parce que il est quand même censé produire une modification de la physiologie cérébrale notamment, mais il est aussi abstrait parce qu'il a trait à l'éveil des capacités spirituelles de l'homme. Autrement dit, il s'agit d'un résultat que les anciens auraient considéré naturellement comme étant philosophique, d'où son appellation de pierre philosophale. Alors, cette façon de voir a souvent été adoptée comme l'explication, on va dire, la plus correcte et sensée pour expliquer les symboles de l'alchimie. Bon, et encore une fois, elle n'est pas fausse, parce que les voies alchimiques internes, donc purement physiologiques, on l'a vu, font bel et bien partie du bagage traditionnel de l'hermétisme. Mais d'un autre côté, je crois qu'il serait inexact quand même d'écarter complètement, et c'est important, la notion d'alchimie de laboratoire aboutissant à une pierre philosophale au sens minéral du terme, c'est-à-dire un produit concret doté de pouvoirs étranges, et là,
on se rapproche bien évidemment du paradoxe qu'on a vu plus haut, mais en sens inverse, à savoir un produit qui serait à la fois matériel et spirituel, c'est-à-dire une pierre philosophale. Et donc, malgré ce qu'en pensent certains alchimistes, on va dire plus spéculatifs qu'opératifs peut-être, c'est pas péjoratif, mais il existe bel et bien une alchimie de laboratoire dans laquelle on utilise vraiment, cette fois, des appareillages de chimie pour fabriquer des produits et des élixirs bien réels. La pierre philosophale de laboratoire, ça existe, mais il faut être honnête et il faut préciser qu'elle n'a rien à voir dans la réalité avec les légendes et l'imagination populaire qui en font un super produit miraculeux. Les véritables capacités de la pierre philosophale sont multiples et les alchimistes s'en servent principalement pour augmenter leur évolution et capacité spirituelle, en même temps qu'elles facilitent aussi leur transmutation personnelle au niveau corporel. Bon, c'est un sujet sur lequel je reviendrai dans une autre vidéo, mais voilà pourquoi il me semble important de faire la part du rêve et de la réalité lorsqu'on parle aujourd'hui d'alchimie, et surtout quand on l'enseigne. Donc, les chercheurs doivent prendre conscience qu'il n'existe pas une pierre philosophale qui résout tout, mais plusieurs produits alchimiques aux vertus très différentes, selon, on va dire, selon les règnes de la nature qui les ont vus naître. Et donc on parle à ce titre de pierres métalliques, de pierres végétales, de pierres humaines. Et ces trois composés donc sont réalisés selon des protocoles très différents pour des usages eux aussi très distincts. Et une dernière chose pour finir, on peut noter que les processus de fabrication des pierres de laboratoire apportent aussi nécessairement ce qu'on pourrait appeler des connaissances particulières concernant les grandes lois de la nature et de l'univers, puisque le laboratoire de l'alchimiste est considéré comme une réplique en modèle réduit de ce même univers, à travers lequel l'alchimiste va observer les rouages secrets orchestrant la vie et la mort. Et je crois que ceci est une voie de réflexion pour tenter de comprendre ce que le mythe de l'immortalité accordé par la pierre philosophale peut signifier. Mais nous en reparlerons une autre fois. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine fois pour d'autres enseignements.